J'aimerais vous poser une question. Pour vous, l'escalade, c'est quoi? Un hobby, une passion, un mode de vie, une addiction, un modèle de SUV Cadillac disponible en noir mat avec moteur hybride? Eh bien, à moi d'avoir répondu la dernière option, vous serez sûrement tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'escalade est avant tout un sport. Un sport de loisir pour les amoureux de la nature, un sport de compétition pour les athlètes, un sport d'aventure pour les explorateurs ou un sport d'expression pour les artistes. L'escalade est un sport riche, un sport qui s'adapte à chacun et où chacun l'adapte à son environnement. Salut à tous, c'est Miguel de Caillou TV et aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de Parlons Caillou. Avant d'être un sport, l'escalade pour l'homme avec un grand H, c'est avant tout une nécessité. La grimpe, au même titre que la course ou la natation, fait partie des sports qui se sont imposés d'eux-mêmes. C'est une nécessité qui a engendré le jeu, et non l'inverse. Et même si le sport s'est développé autour de règles du jeu qui se sont affûtées au fil du temps, les règles originelles de la pratique sont naturelles et définies par deux choses, notre environnement et le potentiel humain. Cette définition donne donc une multitude de pratiques possibles et inimaginables, et c'est tout naturellement que la famille de l'escalade est aussi vaste que variée. Dans ce nouvel épisode, je vous propose donc un petit tour d'horizon de toutes les disciplines qui composent cette grande famille de l'escalade dite libre, avec à chaque fois une description de la pratique, puis le récit de la plus grosse performance qui a été réalisée à ce jour. Petite parenthèse pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne parlerai pas d'escalade sur structure artificielle ou d'escalade indoor, car cela méritera un épisode entier sur le sujet. Ceci étant dit, on part tout de suite avec la forme d'escalade libre la plus populaire, la voie. La voie d'une longueur, aussi appelée Quen, est née de la victoire de l'escalade libre sur l'escalade artificielle dans les années 70. Cette pratique s'est démocratisée avec les débuts de l'escalade sportive pour rapidement devenir la figure de proue de la discipline. Dans les faits, la voie se pratique sur une falaise ou tout type de paroi mesurant globalement entre 10 et 40 mètres et surtout en binôme, un grimpeur et un assureur. Le but pour le grimpeur est d'atteindre sans tomber le haut de la voie marqué par un relais, un système d'ancrage qui lui permettra d'effectuer une manipulation pour redescendre, tandis que pour l'assureur, le but est de gérer la longueur de corde à donner ou à ravaler et surtout de faire contrepoids en cas de chute du grimpeur. En voie, on distingue deux méthodes pour la pratique. La première, très simple, consiste à grimper en moulinette ou en moule. La corde est accrochée au relais et le grimpeur doit simplement progresser dans la voie pendant que l'assureur tire la corde afin de ravaler le mou. En cas de chute, le grimpeur ne tombe alors que d'une très courte distance, globalement égale à l'élasticité de la corde. La seconde méthode, reconnue pour valider la voie de manière officielle, est appelée grimper en tête. Elle consiste à grimper le long de la voie en montant la corde au fur et à mesure de son ascension. La voie est prééquipée par des pitons à expansion à intervalles réguliers qui permettent au grimpeur d'y placer une des gaines qui elle-même permettra d'y passer sa corde puis d'avancer jusqu'au prochain point. Et si ces deux techniques ne paraissent pas si distinctes, la différence se joue en un seul mot, l'engagement. En effet, contrairement à la grimpe en moulinette, en tête, lorsque le grimpeur dépasse un point d'assurage, sa corde arrive d'en bas et ne le retient donc pas directement en cas de chute. Le grimpeur tombe alors de 2 fois la distance qui le sépare du point plus l'élasticité de la corde. Et en escalade, ces quelques mètres ont un impact psychologique extrêmement important qui va complètement changer notre manière de grimper. En voie, la cotation la plus élevée jamais réalisée est de 9C. Il s'agit de la voie Silence libérée par le Tchèque Adam Ondra en 2016 sur le site de Flatanger en Norvège. Située dans une grotte, elle est longue de 45 mètres, extrêmement déversante et donc particulièrement physique. Pour réaliser cette voie, il aura fallu au Tchèque plusieurs centaines d'essais répartis sur 7 séjours entre 2016 et 2017. À noter que si cette voie est considérée comme étant la plus dure du monde depuis 2017, le falaisiste français Seb Boin a annoncé il y a quelques semaines la libération de son projet DNA dans les gorges du Verdon, auquel il a octroyé la même cotation, ce qui en ferait la deuxième voie côté 9C au monde. Néanmoins, le français étant moins expérimenté que le tchèque à ce niveau, la voie demandera sûrement un certain temps pour que la communauté des grimpeurs confirme cette cotation, mais la performance reste quant à elle exceptionnelle. Et maintenant, on va passer à la pratique suivante, qui n'est autre que la grande sœur de la première. Je veux bien entendu parler de la grande voie. La grande voie, aussi appelée voie de plusieurs longueurs, est une discipline répondant à une problématique logique qui survient lorsque la paroi à gravir est plus grande qu'une longueur de corde standard. La voie est alors divisée en plusieurs ascensions discontinues, appelées longueurs. Chaque longueur est séparée par un relais, mais contrairement à la voie, le relais n'est pas prééquipé. On n'y trouve souvent que les points d'ancrage fixés dans le rocher, il faut alors faire son propre relais à l'aide d'une manipulation accessible mais un peu plus complexe qu'on ne détaillera pas ici. Dans les faits, la grande voie se pratique sur des falaises de plusieurs centaines de mètres de haut, et si la pratique générale et conseillée reste en binôme, il est aussi possible de grimper en trinôme. Le principe général reste le même que pour la voie, à savoir une personne qui grimpe pendant que l'autre assure, sauf que cette fois-ci, les rôles vont s'inverser.
Une fois que le premier de cordée a grimpé la première longueur, il installe son relais, puis devient l'assureur du deuxième grimpeur qui le rejoint. Il y a ensuite plusieurs possibilités, la plus pratique étant de grimper dite en réversible. De cette manière, le grimpeur enchaîne directement la deuxième longueur, puis ce sera à son tour de construire son relais pour assurer le suivant qui grimpera alors 2 longueurs d'affilée, et ainsi de suite. Mais cette technique n'est possible que si les 2 grimpeurs connaissent les manipulations techniques pour construire un relais. Autrement, le premier grimpeur repart en tête pendant que l'autre l'assure, puis le rejoint, etc. Une fois arrivé en haut, la descente se pratique en rappel, sauf sur certains sites qui permettent simplement de redescendre à pied en contournant la paroi. Concernant l'exploit le plus iconique réalisé à ce jour, il s'agit sans aucun doute de l'ascension de The Downwall, une grande voie libérée par les Américains Tommy Caldwell et Kevin Georgeson en janvier 2015 sur la falaise d'El Capitan, dans la vallée du Yosemite aux États-Unis. Composé de 32 longueurs, dont 2 côtés 9A, ce qui est aussi la cotation générale de la voie, The Downwall est considérée comme la grande voie la plus dure du monde. Et pour comprendre pourquoi cet exploit est si retentissant, laissez-moi un peu vous expliquer le contexte. La paroi d'El Capitan est ce qu'on appelle communément un big wall, terme employé pour désigner les parois qui nécessitent plusieurs jours d'ascension pour le commun des mortels, et par conséquent une ou plusieurs nuits en bivouac dans les hauteurs. On ne peut pas non plus rentrer se reposer entre chaque ascension et il faut enchaîner toutes les longueurs à son plus haut niveau sans redescendre au sol. Cela implique donc un management de son corps et de sa peau très strict, une alimentation peu variée et souvent constituée de barres énergétiques ou d'aliments lyophilisés, un sommeil aléatoire et une usure mentale très forte. Durant cette ascension, ce seront bien 19 jours que les 2 Américains auront passé sur la paroi avant d'en venir à bout. Alors c'est très dur à imaginer, mais essayez de vous mettre dans le contexte. 19 jours sans toucher le sol avec vos pieds, ça veut dire 19 jours soit pendus dans un baudrier avec les lanières qui vous lacèrent les côtes, soit sur une toile de tente qui fait pas plus de 3 mètres carrés, extrêmement désagréable à la longue. Bref, cette première ascension est d'ailleurs retracée dans le très bon film documentaire The Downwall disponible sur Netflix, dont je vous montre justement les extraits. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'ascension, je vous laisse aller le voir. A noter que cette grande voie a été par la suite répétée uniquement par le Tchèque Adam Ondra le 21 novembre de l'année suivante et en seulement 8 jours, mais libérer cette voie pour la première fois sans même savoir que cela était possible reste un exploit sûrement bien plus iconique. Une escalade qui se veut plus technique et plus aventureuse, mais pas encore autant que la prochaine discipline dont on va parler, l'escalade traditionnelle. L'escalade traditionnelle, ou escalade en terrain d'aventure, s'est véritablement développée dans les années 70, en opposition à l'escalade dite sportive. Ce n'est pas vraiment une discipline au même titre que la voie, mais plutôt une façon de pratiquer la voie. En escalade sportive, les protections comme les pitons à expansion sont déjà positionnées sur la voie et on n'a plus qu'à s'y encorder lorsque l'on passe devant, comme dans le cas classique que l'on vient d'évoquer plus tôt. Dans les années 70, l'escalade sportive est donc devenue la norme, de par son caractère accessible et pratique, mais elle ne satisfaisait pas tous les grimpeurs et notamment les puristes du rocher. Certains pays, et notamment l'Angleterre ou l'Allemagne de l'Est, dont on a déjà parlé, exerçaient depuis longtemps une politique dite d'escalade propre, à savoir minimiser au maximum son impact sur l'environnement, ce qui se traduisait par l'utilisation exclusive de points d'ancrage non invasifs pour la paroi. Le grimpeur devait donc lui-même placer ses propres points d'ancrage temporaires au fur et à mesure de son ascension, ce qui est le principe de base de l'escalade traditionnelle. Le problème, c'est que pendant longtemps, ces points se résumaient à des nœuds de corde ou à des coins de bois, ce qui rendait l'escalade beaucoup plus engagée et potentiellement dangereuse. Je vous rappelle aussi que les pitons dits classiques, ceux qui se plantent directement dans les fissures, les faiblesses naturelles du rocher, participent eux aussi à leur usure et étaient donc proscrits, car ceux-ci élargissent les fissures au fil du temps. Mais cela va changer avec l'arrivée d'une superbe innovation, les coinceurs de type Nuts en 1960 et surtout les coinceurs mécaniques de type Friends dès 1972. Avec ce nouveau matériel, les grimpeurs peuvent enfin s'assurer de manière plus sécurisée et prétendre à des ascensions de haut niveau avec une protection toujours relative mais beaucoup plus fiable que ce qui existait alors. Aujourd'hui, cette discipline a perduré et son cercle de pratiquants s'est même élargi. On est passé d'une discipline avec des pratiquants qui souhaitaient réduire leur impact environnemental à des pratiquants qui souhaitent tout simplement chercher de nouvelles sensations fortes. La plus grande performance enregistrée à ce jour est l'ascension de la voie Tribe à Cadarese dans le nord de l'Italie, libérée par le grimpeur italien Jacopo Larcher en 2019, puis répétée par le Britannique James Pearson en 2020. On respectera le choix des 2 ascensionnistes qui n'ont pas souhaité coter la voie, préférant privilégier l'esthétisme exceptionnel de celle-ci dans leur discours. James Pearson déclarera tout de même « Pour moi, Tribe est de loin la série de mouvements la plus difficile que j'ai jamais faite sur une voie de trad, et c'est un miracle qu'il soit possible de la grimper sur ses propres protections. » Et à la vue du pédigré du Britannique, on sait à quoi s'en tenir.
Et on arrive maintenant à la fin de l'escalade en falaise, et même si c'est cette image que retient le grand public et qui fait office de figure de proue pour le sport, la prochaine discipline dont on va parler, longtemps cantonnée à un statut d'entraînement de la voix, pourrait bientôt faire changer la donne, il s'agit du bloc. L'escalade de bloc est une escalade qui se pratique sur des rochers de faible hauteur, allant généralement de 3 à 5 mètres de haut. Ici, pas de corde, pas de moyens d'assurage ni de manipulation compliquée. On grimpe non attaché et on se rétablit directement au sommet du bloc avant de redescendre en sautant ou par un côté moins haut. On ne sait pas réellement quand est née l'escalade de bloc à proprement parler. Tout ce que l'on sait, c'est que dès les débuts de l'alpinisme, c'est-à-dire à partir du milieu du 19e siècle, certaines personnes commençaient déjà à s'entraîner sur des rochers de petite taille en vue de leurs plus grandes expéditions. Mais cette pratique est alors considérée comme un entraînement ou un passe-temps sur des passages très faciles, et ce n'est que dans les années 30 avec l'émergence des Blizzards dans la forêt de Fontainebleau, et plus tard dans les années 60 avec l'américain John Gill, qu'on commencera à considérer le bloc comme la pratique moderne qu'elle est aujourd'hui. Concernant la pratique, même si je vous disais qu'elle se passe sans assurage, le grimpeur n'est pas dépourvu de toute protection. Il dispose notamment d'un ou plusieurs crash pads, des genres de gros matelas pour réceptionner les chutes. Il est également conseillé de disposer d'un ou plusieurs pareurs, des personnes dont la mission est de s'assurer que le grimpeur tombe bien sur les crash pads. Et si la voie met l'accent sur l'esthétisme et un placement du corps optimal pour économiser chacune de ses forces sur la durée, le bloc est une discipline beaucoup plus gymnique. L'effort est souvent court, intense et très exigeant pour le corps. On explore ici les mouvements les plus extrêmes et les plus techniques de l'escalade. Mais en plus d'être incroyablement fun, le bloc dispose de sa propre philosophie. Car malgré son aspect gymnique, le bloc n'en est pas moins un sport de réflexion, à tel point que chaque rocher est considéré comme un problème à résoudre, et à chacun de ces problèmes, il existe plusieurs solutions, appelées passages, qui représentent la manière utilisée pour grimper en haut du bloc. Non seulement cela rend la pratique très addictive, mais cela lui donne un côté très arcade, vous savez, un petit peu comme dans les jeux mobiles où on enchaîne ses niveaux à l'infini, à l'exception près qu'au lieu d'assets digitaux, on utilise son propre corps pour progresser. En bloc, la cotation maximale actuelle est de 9A ou de V17 selon le système de cotation utilisé, et il existe actuellement 3 blocs à ce niveau de cotation. Le premier est le bloc Burden of Dreams, situé à Lapp Nord en Finlande et libéré par le Finlandais Nalle Uukataival en septembre 2016 après 5 ans de travail. Un passage très court de 6 mouvements sur un pan incliné à 45 degrés sur des prises minuscules. Ce bloc n'a depuis jamais été répété mais essayé par de nombreux autres grimpeurs de haut niveau. Le deuxième bloc à atteindre cette cotation est lui encore controversé. Il s'agit du bloc Soudain Seul, libéré par le Belge Simon Lorenzi en février 2021 dans la forêt de Fontainebleau. Mais contrairement à Burden of Dreams, il s'agit de l'extension d'un bloc déjà existant, Big Island. Il s'agit donc du départ assis de ce bloc côté 8C. Problème, ce bloc fut répété 2 fois, et si Camille Couder, 3e ascensionniste, a confirmé cette cotation, pour Nico Pellerson, le premier répétiteur du bloc, ce passage ne vaudrait que 8C+. Dans ces cas-là, une seule chose à faire, attendre d'autres répétitions. Enfin, le 3e 9A bloc à avoir été enchaîné n'est autre que Return of the Sleepwalker par l'américain Daniel Woods à Red Rocks en mars 2021, et là aussi il s'agit d'une extension d'un bloc déjà existant, Sleepwalker. À la différence près que celui-ci était déjà coté 8C+, et l'extension ne rajoute pas un départ assis, mais bien 6 mouvements supplémentaires qui seuls valent aux alentours du 8B, donnant donc une crédibilité encore plus grande à cette cotation de 9A, malgré le fait qu'il n'y ait eu aucun autre répétiteur. Et là-dessus, on en termine avec le bloc et on va rentrer dans des disciplines un peu plus alternatives de l'escalade libre, et on commence par la plus fun d'entre elles, le psychobloc. Le psychobloc, aussi appelé deep water, est une discipline bien particulière qui consiste à grimper au-dessus de l'eau. Ici, aucun système d'assurage, votre crashpad ne sera autre que l'étendue d'eau qui se tient en dessous de vous. Et si cette discipline peut paraître très engagée aux premiers abords, eh bien ce n'est qu'à moitié vrai. Ici, on ne fait pas de distinction entre voie et bloc, et l'on peut grimper des parois de simplement 3 ou 4 mètres, comme des falaises de plus de 20 mètres. Le tout étant de savoir bien tomber. Il est donc primordial de bien analyser le terrain en amont, de connaître la profondeur de l'eau à cet endroit, de faire attention aux éventuelles vagues pouvant vous propulser contre le rivage et de privilégier les parois déversantes pour ne pas risquer de percuter un rocher. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez souvent cette discipline pratiquée dans des grottes ou sur des arches qui favorisent ces conditions. Et si les images qu'on voit sur cette discipline sont évidemment extrêmement impressionnantes, comme je vous le disais, on peut le pratiquer de manière assez sécurisée. Certains sites sont très connus et bien détaillés, on connaît la profondeur du fond et vous n'êtes pas obligé de grimper très haut, donc faites-vous plaisir. Et lorsque l'on parle de psychobloc, s'il y a un grimpeur qui a marqué cette discipline comme personne, c'est bien l'américain Chris Sharma.
En plus d'avoir popularisé cette discipline auprès du grand public, il a surtout enchaîné en 2019 la voie de psychobloc la plus difficile du monde. Il s'agit de la voie Espontas, du nom de l'arche naturelle sur laquelle elle est située, au large de l'île de Majorque en Espagne. La cotation de cette voie est estimée à 9B, en faisant l'une des voies les plus dures du monde, toutes disciplines confondues. La faute notamment à un jeté extrêmement engagé à 11 mètres de haut qui aura demandé plus de 50 essais à l'américain pour en venir à bout. 50 essais où l'on tombe dans l'eau, où on a les chaussons mouillés, où on doit les faire sécher, puis remonter en haut de cette arche pour se rejeter et retomber à l'eau. À ce propos, je vous conseille l'excellent épisode Real Rock qui lui est consacré et disponible gratuitement sur le site de Red Bull. Le lien est également dans la description. Une discipline fun qui peut atteindre des niveaux d'engagement certes très élevés, mais qui peut aussi rester parfaitement sécurisée dans une pratique responsable et raisonnable, ce qui n'est pas le cas de notre prochaine pratique, le solo intégral. Le solo intégral, souvent confondu avec l'escalade libre, du fait d'une mauvaise traduction de l'anglais, où solo intégral se dit free solo, ce que vous entendrez fréquemment, est une discipline où le grimpeur progresse seul, sans aucun système d'assurage. Sauf que cette fois-ci, pas de crash pad pour amortir votre chute, pas d'eau non plus, et encore moins de nuages volants style Dragon Ball. Le vide, le vrai, c'est tout ce qui attend ces grimpeurs de l'extrême en cas de chute. Alors cette discipline est évidemment ce qui se fait de plus dangereux sur rocher, toute erreur peut y être fatale, et seules quelques personnes s'y aventurent. Et à ce petit jeu, un homme se détache de par ses exploits invraisemblables. Vous le connaissez sûrement, il s'agit ni plus ni moins de l'américain Alex Honnold, connu pour son ascension de la voie freerider en solo intégral sur la falaise d'El Capitan, dans la vallée du Yosemite. Près de 1000 mètres de parois, 3 heures et 56 minutes d'apnée. Cette ascension est racontée dans le film Free Solo, qui aura notamment remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 2019. Je ne peux là aussi que vous encourager à aller le voir. Alors bien sûr, cette discipline n'est pas recommandable de par sa dangerosité, et je ne peux que vous conseiller de pratiquer l'escalade avec le plus grand raisonnement et la plus grande prudence. Mais tout de même, je pense que je ne suis pas le seul à rêver devant ces images folles d'un homme seul, vulnérable face à une paroi, géant de granit immuable face à notre toute petite vie. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon des disciplines qui composent l'escalade libre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bien sûr, il ne s'agit que d'une introduction à chaque discipline et j'aimerais beaucoup faire des vidéos au format focus sur chacune d'entre elles, un petit peu de manière plus historique, comme j'avais fait pour le premier Parlons Cailloux. En attendant, moi je vous invite à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à laisser un commentaire si vous voulez discuter du thème de la vidéo ou tout simplement nous soutenir. Et en attendant, je vous dis tchuss!